Bonjour à tous, alors c'est l'avant-dernière vidéo d'économie puisqu'après ce chapitre-là, on aura fini le chapitre d'économie pure. Après il y a des chapitres qui mêlent éco et sociaux, mais c'est la dernière vidéo en économie pure. Et pour cette dernière vidéo, le dernier chapitre est consacré à l'économie du développement durable. Alors le développement durable, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous avez vu ça en seconde, il y a 3 piliers dans le développement durable. Le développement durable, c'est préserver les ressources de l'environnement naturel, éviter de ponctionner plus que ce que ne peut renouveler la nature. C'est faire attention à développer le capital humain, améliorer les conditions de vie des hommes, renforcer l'éducation, l'accès aux soins, à la santé, globalement le bien-être des êtres humains, et tout ça en prenant une croissance de l'économie. On a le développement durable quand on a ces 3 choses-là. Préservation de la nature, augmentation du bien-être des êtres humains et croissance de l'économie. Alors vous avez vu, vous savez que quand on crée de la croissance, quand on crée des biens, ça va engendrer des externalités positives ou négatives. Pour le développement durable, on va plutôt s'intéresser aux externalités négatives. Si vous installez une usine sidérurgique, une centrale à charbon, grosse usine, un truc qui fume, il va y avoir une externalité négative qui nous intéresse pour le développement durable, c'est la pollution. Quand vous voyez de la fumée qui sort d'une cheminée, il y a du CO2 qui sort, c'est de la pollution, ça contribue au réchauffement de l'atmosphère, ça fait que les gens ils ont des maladies respiratoires, c'est pas bon. Du coup, on va réfléchir alors quels sont les différents types de capitaux qu'on peut avoir, et dans une deuxième partie de la vidéo, on va regarder comment faire pour essayer de limiter ces conséquences-là. On va se concentrer dans la première vidéo sur les types de capitaux et les conséquences qu'a la pollution. Alors les différents types de capitaux, je pense que vous les connaissez déjà aussi. Donc il y a le capital naturel. Le capital naturel, c'est tout ce qui est offert par la terre-mère nourricière. Les poissons dans l'océan, les arbres dans les forêts, les animaux qui gambadent dans les forêts, les choux qui poussent dans la terre, le soleil qui nous réchauffe, l'eau qu'on boit, enfin, les minerais qui sont dans la terre, qu'on utilise pour fabriquer des outils. Tout ce qui provient de la terre et qui n'a pas subi une première transformation va faire partie de ce qu'on appelle le capital naturel. Et dans le développement durable, le souci qu'on a, c'est qu'on prélève plus de capital naturel que ce que la terre peut en renouveler. Pour faire court, si vous êtes un chasseur, vous avez faim, vous allez avec votre arc et votre flèche, vous tuez, vous avez 2 chevreuils, vous en tuez un, bah, s'il n'en reste qu'un, bah, voilà, ça se renouvellera pas. En gros, c'est ça. Hein, si vous pêchez plus de poissons que ce que de nouveaux poissons naissent, bah, il y aura de moins en moins de poissons jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Si vous pompez plus d'eau d'un lac que ce que la pluie rapporte d'eau, au bout d'un moment, votre lac il va être asséché, etc. Donc, tout ça, ça fait partie du capital naturel. Alors je vous ferai faire, parce que je vous ai jamais eu en seconde, je vous ferai faire, il y a un petit exercice complètement déprimant, où on calcule en fonction de notre mode de vie, combien est-ce que de planètes Terre il faudrait pour que tous les humains aient les mêmes conditions de vie que nous. Et en général, on est entre 2 et 3 planètes Terre. En moyenne, en France, si tous les humains sur Terre avaient le même mode de vie que les Français, il faudrait 2,5 planètes Terre pour qu'on ait un mode de vie durable. On consomme 2,5 fois trop de trucs, en gros. Ensuite, on a le capital humain. Le capital humain, c'est nous, c'est nos compétences, nos savoir-faire, nos connaissances. Vous avez des travailleurs qui vont être plus ou moins bien formés, qui vont savoir faire plus ou moins un tas de trucs, et qui vont être plus ou moins productifs, rapides et efficaces. Ça, c'est un capital qui est illimité tant qu'on est là, puis bon, le jour où on sera plus là, de toute façon, on s'en souciera plus trop, puisque, entre guillemets, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de former le capital humain. Il y aura toujours des gens comme moi pour apprendre à des élèves comme vous. Ensuite, le capital technique, ça va être l'ensemble des outils. Si vous repensez à la pub, il y avait une pub pour un iPad où il y a ça, c'est un outil, c'est un capital technique, ça permet d'écrire. Et vous avez tous aussi ça, qui est un autre genre de capital technique et qui permet également d'écrire. Et de faire plein d'autres trucs d'ailleurs. Donc le capital technique, c'est tous les outils qu'on va pouvoir employer pour produire. Ça va de... genre ça, vous pouvez tuer un mammouth, peut-être pas, il est un peu petit, mais vous pouvez vous en servir pour produire des pointes de flèche ou je sais pas quoi si vous êtes un homme des cavernes. Ça va aller jusqu'à, bon bah là j'ai pas d'outil sous la main, mais si vous prenez une perceuse, voilà, c'est un outil aussi pour produire. Et ensuite,
On va avoir le capital social. Le capital social, c'est tout ce qui va être les réseaux sociaux, au sens de ce qu'on a fait dans le cours de l'année dernière. Les connaissances que vous allez pouvoir, enfin les gens que vous connaissez, que vous allez pouvoir mobiliser pour vous rendre un service. C'est vous avez besoin de faire un stage, vous avez besoin d'envoyer un CV ou une lettre de motivation pour trouver soit un boulot pour cet été, soit une école pour l'an prochain. Vous allez remuer sur les terres vos parents, les parents de vos amis, pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait vous aider. Ça, c'est la mobilisation du réseau social. On considère aussi, alors on a tous son propre réseau, on tisse, on construit, on entretient son propre réseau, mais c'est aussi quelque chose qui par essence n'est limité que par le nombre d'êtres humains. Donc ça ne pose pas non plus un grand problème. Pour en revenir aux biens naturels, alors on considère que les biens naturels sont des biens rivaux. Si vous ne vous souvenez pas de ce que ça veut dire un bien rival, on l'a vu l'an dernier, c'est que il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser. Genre si vous mangez votre carotte, elle est rivale. Une fois que vous l'avez mangée, on ne peut plus l'utiliser. Par contre, on considère que la plupart du capital naturel n'est pas exclusif, c'est-à-dire que les poissons dans la mer, on ne peut pas se les approprier. Vous ne pouvez pas dire je possède tous les poissons du monde, pas possible. Enfin, vous pouvez le dire, mais vous ne pouvez pas l'imposer. Pareil, une forêt, ça va être compliqué. Vous pouvez posséder une forêt, en être propriétaire, mais c'est plus compliqué d'en maîtriser la propriété, la possession. Vous ne pouvez pas dire la forêt amazonienne elle m'appartient, par exemple, ça ne marche pas. Si vous avez 20 arbres dans le Larzac, bon, ça peut marcher. Alors, le fait que, dernière chose avant qu'on passe à la vidéo d'après, il y a ce qu'on appelle, une dernière chose, un dernier mot de vocabulaire, le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est le fait de gaspiller des ressources. C'est par exemple, plutôt que d'acheter une tomate qui va pousser dans le 77 et qui vient de pas loin, vous allez acheter une tomate qui vient de Chine. Du coup, la tomate, elle a pris le cargo, ça a consommé une quantité de pétrole pas possible. Il y a un gaspillage de ressources parce que vous auriez pu prendre une tomate qui est certes plus chère mais qui vient de moins loin, ce qui aurait préservé le pétrole qui est une ressource rare et précieuse. Alors, ça, c'est le coût d'opportunité. Alors, dernière chose avant qu'on passe à la suite, sur pourquoi est-ce qu'on vous embête avec le développement du durable, le changement du climat, c'est quelque chose qui est très intéressant, on en parlera beaucoup en classe parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup et je pense vous aussi. Plusieurs choses. Alors déjà, je vous invite à feuilleter, parce que lire il fait 400 pages, donc je n'ai pas espoir que vous le fassiez, mais à regarder au moins un petit résumé du rapport du GIEC, qui est le dernier qui est sorti en octobre, en septembre, enfin au début de l'année scolaire, qui dit que en gros la Terre a priori devrait se réchauffer de 3 degrés, ou strict minimum on sera sur un réchauffement de 2 degrés, et c'est vraiment si on fait des efforts surhumains comme on n'en a jamais fait, et si on continue de se tourner les pouces, on va être sur un réchauffement de 6 degrés. Alors, pour vous montrer un petit peu la carte de quoi ça donne, du coup, voilà, je vous montrerai en cours, mais en gros, il va faire méga chaud, quand vous aurez 30-40 ans, il y aura des sécheresses, tous les étés il fera 45 degrés en France, tous les hivers il va pleuvoir à torrents et des inondations partout, il y a entre 15 et 20% des animaux sur Terre qui vont mourir, à peu près pareil pour les humains, parce qu'il n'y aura plus assez de nourriture, parce que les récoltes seront desséchées ou noyées, enfin... Ah, c'est pas cool, faut pas. Du coup, on va regarder ensemble quels sont les différents moyens qu'on peut utiliser en économie pour essayer d'avoir une économie durable. Et dernière chose aussi que je voulais vous dire aussi qui peut vous servir à vous pour une dissertation, alors les États qui sont les plus polluants au monde, l'État le plus polluant au monde c'est la Chine qui émet 11 000 millions de tonnes de CO2, suivi des États-Unis, 6 000 millions, et ensuite l'Union Européenne, où il y a quand même les 28 pays de l'Union Européenne, qui est à 4 400 millions de tonnes de CO2. Le pays qui émet le plus de CO2 par habitant, c'est tous des pays du Golfe Persique. Les 5 premiers, c'est des pays du Golfe Persique, le Koweït, le Brunei, le Qatar et l'Oman. Les États-Unis sont 16e. Et alors nous, la France, je ne vous ai pas trouvé parce que c'est une étude belge, mais les Belges sont 32e. Et les plus grands pollueurs au monde, et de très loin, ce sont les grandes entreprises. On estime que 90 grandes entreprises, 90 STN, émettent à elles seules plus de 60% des polluants. Si on prend les deux premières, Texaco, qui est une entreprise qui vend du pétrole, et ExxonMobil, qui est aussi une entreprise, toutes les deux américaines d'ailleurs, qui vendent du pétrole, à elles deux, elles sont responsables de plus de 7% des émissions de gaz à effet de serre entre nos jours et 1751.
Donc voilà, faut pas avoir mauvaise conscience si vous prenez votre voiture pour aller faire vos courses, c'est pas ça qui fait que l'atmosphère va se réchauffer plus ou moins. Hein, voilà. Donc bon, je vous dis à tout de suite pour la suite et voir ce qu'on peut faire pour essayer de ne pas vivre dans une planète toute desséchée en été et toute inondée en hiver. Et à très bientôt pour qu'on se revoie en cours et qu'on reparle de tout ça.